Hello, bienvenue chez Leader Sano, le podcast où je vais à la rencontre de leaders en forme qui prennent soin de leur santé physique et mentale. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Devic, papa, entrepreneur, coach. Je pense que tu fais partie, avec ta femme Sandrine, qui partage ton activité entrepreneuriale, des personnes dont le parcours m'ont le plus inspiré quand je vous ai découvert. Donc, je suis super heureux de te recevoir aujourd'hui. Salut à toi. Salut Charles, merci énormément de me recevoir. C'est moi, merci de m'accorder ton précieux temps aujourd'hui pour me partager ton histoire, ton parcours et la manière dont tu prends soin de toi. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, ben, grand plaisir. Je suis vraiment heureux de contribuer à cette mission-là que tu portes parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, hein, de prendre soin de de sa santé physique, mentale. Ça paraît tellement évident, mais c'est pour moi vraiment un des plus gros nœuds, je dirais, du développement de mon développement personnel, spirituel et business. C'est vraiment au centre du moment où ça va et du moment où ça va pas. D'ailleurs, juste une petite anecdote, je vais me présenter, mais j'ai eu l'occasion un jour avec Sandrine de regarder, j'avais fait une espèce de courbe de mon énergie sur l'année, de comment je me sentais, parce que je traquais à un moment mon niveau d'énergie, et c'était le même que mon chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires était Hmm. directement proportionnel à mon niveau d'énergie. Donc je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus sur comment est-ce qu'on peut sortir de ces pièges-là. Moi je suis, comme tu disais, papa de deux petits garçons. Il y en a un qui s'appelle Charles et un autre qui s'appelle Ah, Edouard. Ils ont 12 ans et 10 ans, deux petits mecs vraiment cool. Et je travaillais avec ma femme Sandrine, que j'ai rencontrée à 14 ans, moi, donc ça fait déjà, là j'en wow. ai 38 au moment où je vous parle, donc ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Et donc voilà, la famille est vraiment au cœur de ce qui est important pour moi. Et le business aussi. Et donc voilà, c'est la combinaison des deux qui aujourd'hui font de moi, je pense, en tout cas quelqu'un qui est en chemin vers une vie de complétude. J'ai envie d'être quelqu'un de complet, j'ai envie d'être quelqu'un qui inspire ses enfants, j'ai envie d'être un bon mari, j'ai envie d'être un bon papa et un bon entrepreneur. Et j'ai eu l'occasion de travailler pendant 8 ans dans l'industrie pharmaceutique à l'époque, ce qui n'était pas spécialement une partie de plaisir, mais ça m'a apporté pas mal de fierté en tant que jeune ingénieur de travailler pour des grosses multinationales, etc. Et puis j'ai assez vite déchanté dans ce monde-là, si tu veux, de travailler énormément pour assez peu de reconnaissance, une perte de sens assez massive. Je travaille dans le monde des vaccins. À l'époque, on en parlait moins que maintenant, mais j'étais à fond dans ce domaine-là et déjà, voilà, ça venait me chercher sur, en fait, c'est quoi que je fais, à qui ça sert, etc. Et beaucoup de frustration de passer pas assez de temps avec mes enfants. Je travaille dans des unités de production en France. Moi, je suis belge, donc j'habite à Bruxelles. Et j'allais une fois toutes les 2 semaines, je prenais l'avion pour Lyon. C'était pas un très grand voyage, mais c'était quand même tous les 15 jours. Bruxelles-Lyon, louer une voiture, faire 3 heures de route pour aller à Clermont-Ferrand, machin. Aller dans une unité de production avec mon masque, ma Charlotte, ma blouse blanche et mes gants. Et j'étais ingénieur, mais enfin voilà, ça m'a amusé quelque temps de jouer les businessmen et de prendre les avions. Et puis assez vite, je me mettais à pleurer dans les hôtels là-bas en me disant mais qu'est-ce que je fous quoi? Je vois pas mes enfants grandir, je suis loin de ma femme, je m'emmerde dans mon travail. Donc enfin je la fais courte, hein, évidemment, il y a des subtilités là-dedans, mais j'ai un jour décidé de passer à autre chose. J'étais un petit peu hésitant à me lancer dans l'entrepreneuriat et ma femme a vécu un burn-out au même moment. Elle travaille comme psychologue dans un hôpital autour du cancer. Elle a vraiment pété un câble. Elle a dit voilà, moi je vais plus travailler, là il faut que je me repose. Donc elle a fait un burn-out. Et moi, au début, je lui ai dit, bah, écoute, voilà, prends soin de toi. Moi, je vais aller travailler. Je vais essayer d'avoir une augmentation. Enfin, j'étais en mode, je vais développer ma carrière à fond. Et je me suis cramé aussi en fin de compte en me disant, bah, je suis en train d'essayer de me taper la tête contre le mur ici. Et j'ai fini par démissionner 2, 3 mois après elle. Donc on était tous les deux en arrêt. Et puis ça c'était il y a 9 ans je pense. Et on s'est dit, ok, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Et je lui ai dit, écoute, moi j'ai vraiment l'élan de créer une entreprise. Elle rigolait, tu vois, parce qu'elle me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Je dis, bah, je sais pas trop. Je sais pas encore ce qu'on va mettre dedans, mais on va faire une boîte, quoi. Donc on s'est lancé, on a créé une entreprise de service au départ. Moi j'ai fait de la consultance, elle a développé une activité d'indépendante dans son métier de psychologue. Et puis voilà, on va pouvoir en parler peut-être par la suite, mais aujourd'hui on accompagne des personnes qui sont des porteurs de projets, des starters, des rêveurs, des entrepreneurs à avoir plus d'impact. Et on a développé un programme qui s'appelle Business de cœur, entreprendre avec quelque chose qui vient les chercher vraiment dans leurs valeurs profondes.
Et on a créé tout un écosystème qui s'appelle le village, où les gens viennent entreprendre leur vie. Donc c'est un écosystème web, comme une communauté digitale au sein desquelles les gens s'entraident à entreprendre. Voilà. Super. Merci pour cette présentation bien complète. Tu as répondu à une question justement que je voulais te poser assez rapidement. C'était quoi le déclic pour te lancer? Parce que c'est quelque chose qui est commun dans le parcours de toutes les personnes qui vont monter des boîtes et les entrepreneurs. C'est qu'à un moment, il y a un déclic, un point de non-retour. Ouais. Et j'imagine qu'en plus, c'est quelque chose qui vient beaucoup nourrir vos accompagnements. Le fait, pour Sandrine, d'être passée par la case burn-out et toi de l'avoir frôlé. Donc Bah, j'imagine que c'est quelque ça a chose été qui vous un sert. Ouais. déclic. Il y a un deuxième, au niveau vraiment du déclic, il y a quelque chose de plus précis qui s'est passé pour moi, qui est en fait une requête de ma part au management, donc les gens qui m'employaient. Je leur avais fait un super plan pour continuer à me former en libérant du temps. Donc en gros, je leur ai fait une proposition géniale en disant, vous me mettez 4 5e, je vais faire une formation en management et en marketing parce que je me sens appelé par la vente, le marketing, et je peux vraiment vous apporter de la valeur là-dedans. Et en échange, vous me gardez mon salaire à 4 5e et vous m'augmentez dans 2 ans après la formation. Enfin, j'avais fait un petit tableau Excel. Mm. Vraiment, c'était du win-win, mais j'en avais les poils qui se dressaient sur les bras en disant il serait vraiment trop con de refuser mon offre. Et le mec a rigolé en me disant Nicolas, we are managing you, you are not managing this company. Il m'a cassé vraiment en mode ta gueule, petit con, c'est pas toi qui gère la boîte, c'est nous, quoi. Et j'ai posé ma démission le lendemain. Donc pour moi, ça a été le plus gros déclic. Ça a été vraiment la compréhension que j'étais face à des gens qui n'étaient pas au service de mon développement, ni personnel, ni spirituel, enfin je dis business, mais professionnel, voilà, c'est ça. Et, euh, et donc à un moment d'être en conscience que j'étais en train de déléguer ma vie à d'autres gens, quoi. Et c'était juste plus possible d'être dans l'attente de décisions des autres pour savoir quand est-ce que je pars en vacances, est-ce que je peux me former, oui ou non, est-ce que je peux apprendre des nouvelles choses, oui ou non. Ça n'a pas de sens de déléguer ça à quelqu'un. Hein, souvent, déjà, il y a des gens qui s'occupent des ressources humaines. Ben voilà, moi je voulais plus être une ressource humaine, quoi. Je voulais je voulais être à mon compte, c'est tout. Donc j'ai démissionné le lendemain et ça a été le plus gros déclic, cette privation de liberté, quoi. Ah ouais, dès le lendemain. Ouais, ouais, vraiment. Donc, vrai Là, déclic, quoi. c'était un cri du cœur, quoi. Je me rappelle, j'étais avec ma Vespa, j'ai donné ma lettre et après je suis parti en hurlant, je suis libre sur ma Vespa, tu vois, vraiment, en me disant, voilà, c'était plus possible de devoir rendre des comptes comme ça et de poser et demander des conditions à tout le monde. Ouais. Ouais, puis finalement, ce qui pourrait se qualifier d'une très grande faute managériale, parce que pour le coup, cette réponse, elle est assez drôle quand tu penses que c'était quelque chose qui venait vraiment en plus leur rendre service, que tu progresses toi aussi et que Ouais, tu ouais. t'épanouisses plus. Finalement, c'est la meilleure chose qui ait pu t'arriver, quoi. Ça t'a Ah ouais, c'est rendu sûr, service. c'est sûr. Bah ouais, Ouais, c'était assez super. caricatural, effectivement. Maintenant, je pense, on a beaucoup de nos clients qui vivent des situations similaires. Il y a des managers qui sont plus intelligents que d'autres, mais globalement, à un moment, il y a un choix à poser, c'est-à-dire, bah, soit je sais pas si tu connais les Cowboys Fringants, c'est un groupe de Non. musique québécois. Et dans une des chansons, il dit, je loue ma vie à un employeur. Et c'est vraiment une phrase qui m'a marqué. Je loue ma vie à un Hmm. employeur. C'est un moment, ben, j'ai du temps dans ma vie, j'ai du temps de vie et je le mets en location à un employeur qui va utiliser mes Ouais. heures au service de son business et de son projet. À un moment, il faut se poser la question, quoi. Je mets au service de quoi est-ce que je mets mon temps et mon énergie, c'est tout. Hmm, hmm. Et j'ai vu dans l'une de vos vidéos sur votre chaîne YouTube, donc, qui s'appelle J'entreprends ma vie, que vous avez à cœur donc d'accompagner les gens à poser des décisions, à faire le choix d'entreprendre leur vie. Hem, Comment aujourd'hui, tu les prends tes grandes décisions? Les décisions vraiment challengeantes, comment tu Ah, prends? c'est une bonne Comment tu fais? question. C'est une bonne question. Je pense que c'est un mélange de. Ouais, je vais répondre par ça. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus juste à dire. C'est un mélange de feedback externe et interne. C'est-à-dire que je vais assez rapidement, ça c'est ma stratégie, elle est parfois un peu fatigante, mais je teste énormément mes idées dans le monde extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une décision à prendre, je vais en parler à beaucoup de gens, en essayant de pas être gonflant, tu vois, je veux pas saouler les gens mais c'est juste sentir le feedback déjà que le monde me renvoie par rapport à une décision à prendre. Ça me donne des ingrédients. Et puis après, je sens surtout le feedback intérieur. Et c'est sentir quand on énonce une hypothèse, on sait assez rapidement avec le cœur et le corps si on est juste ou si on est en train de se bullshiter. Donc moi, je sais que je suis très très bon pour me raconter des conneries et me bullshiter. Donc c'est plus mon corps qui me dit là, tu es en train de raconter des conneries ou bien là, ça sonne juste. Donc je vais être attentif plutôt à mon ressenti quand j'énonce à quelqu'un d'autre ma décision, par exemple.
Donc, par exemple, ici, on est clairement en train de se... Parce que la vie nous demande de prendre des nouvelles décisions parce qu'on avait emménagé dans un super lieu de vie il y a 2 ans en revenant de tour du monde en famille. On a trouvé en location un truc génial. En plus, je me suis dit, voilà, c'est bien. Il y a plein de gens dans l'investissement qui disent qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale, que c'est mieux d'être locataire puis de faire des investissements. Et donc, j'ai commencé à investir dans les cryptos, j'ai commencé à regarder pour investir dans l'immobilier, etc. Parce qu'on avait un peu de sous de côté de la revente d'un appartement qu'on avait avant. Et on a loué Ok. un lieu de vie génial, quoi. Avec un énorme jardin, à côté de l'école des enfants, à côté de la salle de sport, du golf, enfin, vraiment le paradis, dans un des plus beaux quartiers de Bruxelles, à un prix raisonnable, enfin, je veux dire, acceptable, voilà. Et là, la propriétaire vient de nous annoncer qu'on devait quitter les lieux, enfin, c'était il y a 3 mois, parce qu'elle compte y revivre avec son compagnon. Bref, elle a cassé le bail. Et moi, j'ai vraiment vécu ça comme une trahison, avec beaucoup de colère, beaucoup de tristesse aussi, parce que j'avais un lieu de vie avec mes enfants dont j'étais fier, etc. Et puis là, il y a des décisions à prendre, du coup. Est-ce qu'on cherche une autre maison? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on loue? Oui, mais si on loue, on va se faire mettre peut-être dehors de nouveau. Et peut-être que Ouais. c'est et peut-être que la vie nous invite à revoyager, qu'on devrait partir en Amérique du Sud. Et là, je suis vraiment dans une phase où je suis pas hyper clair là-dessus. Et donc, pour répondre à ta question, là, c'est une grande décision de vie à prendre. Mais je suis en train d'en parler, comme je le fais déjà avec toi maintenant, mais euh, régulièrement, je dis à des gens, ouais, on va sans doute repartir en voyage. Et je teste à l'intérieur de moi, est-ce que ça fait oui, est-ce que ça fait non, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est du bullshit, tu vois. Est-ce que tu veux mon feedback externe? Il me fait peur, Fais-le. mais il me fait peur, Bravo. mais Oui. Non, je dis ça parce que j'ai très envie de faire un tour du monde aussi avec mon fils. Du coup, j'ai eu mon premier enfant il y a 9 mois. ah, Donc, génial. moi, si tu me poses la question, tu penses que c'est une bonne idée? Sachant qu'en plus, tu l'as déjà fait, donc je connais la réponse. Ouais, Mais mais la plupart des gens sont toujours très enthousiastes à l'idée de vous faire voyager les autres. Maintenant, ça implique beaucoup d'incertitudes aussi, un voyage avec 2 enfants. Il y a l'école à faire, il y a le Covid, on ne sait pas trop où ça s'en va, etc. Donc, ça amène une autre couche d'incertitude, mais ça bien permet sûr. d'être un aventurier de la vie et c'est ça que j'ai envie d'être au final, tu vois. Ouais, d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'un jour, tu es rentré de la salle de sport et tu as dit à ta femme Sandrine, OK, on va voyager avec les enfants. La première fois que tu prends cette décision, elle t'est Ouais. venue d'où cette idée? Ouais, c'était vraiment c'était un état de transe hypnotique sur un vélo de spinning. Clairement, quoi. Clairement, j'étais en transe dans le sens, enfin avec la musique à fond, les lumières, voilà, je sais pas, c'est du cycling, on appelle ça aussi. Donc c'est du vélo à fond de balle en équipe, en groupe, quoi. Et vraiment, j'ai visualisé ce voyage en famille. Je nous ai vus en Thaïlande, en Inde, dans la jungle et tout. Et puis je suis revenu et je dis, mais voilà, c'est évident. La raison pour laquelle on a dû quitter notre job et monter un business en ligne, c'est pour être libre. Et la seule manière de tester notre liberté, c'est de voyager. Parce que c'est joli, hein, de se dire, je suis libre. Se dire, je suis entrepreneur, je fais ce que je veux. La plupart des entrepreneurs, et moi y compris, on a tendance à créer notre propre prison, quoi. À créer un business dans lequel on doit bosser beaucoup, et puis on se raconte des histoires en disant oui, mais plus tard je délèguerai, et puis quand on délègue, ben, on se rend compte qu'il y a encore plus de travail parce il faut gérer l'équipe. Et donc cette prison-là, elle est normale, mais on doit être vraiment attentif en tant qu'entrepreneur. Enfin, moi, je veux vraiment rester attentif à garder le curseur de liberté là où c'est bon pour moi, parce que c'est une valeur importante. Et le fait de voyager, c'est un très bon test, parce que tu es obligé de travailler le détachement et tu peux pas te raconter, je dois travailler 8 heures par jour. Parce que quand tu es en voyage avec des Ouais. enfants, ben, si tu as 1 heure par jour, c'est beaucoup, quoi. Et quand tu bosses, tu fais exactement ce qu'il faut, parce que si tu n'as pas de temps à perdre, tu veux profiter du voyage aussi. Donc voilà, c'est un bon moyen de tester ça, ouais. Ouais, justement, vous partez et de ce que j'ai compris, c'est une décision que vous avez quand même laissé mûrir parce que entre le moment où tu te dis, où tu nous parles de cette visualisation, où tu vois le voyage avec les enfants, etc., en fait, il se passe 3 ans avant que vous partiez, c'est ça? Ouais, 2, 3 ans. Et c'est intéressant la phrase que tu dis, laisser mûrir une décision, tu vois. Ouais, Peut-être que c'est pas ça. Peut-être qu'on avait une intention au départ qui a mûri pendant quand même un petit bout de temps, mais quand la décision était prise, les choses s'accélèrent. Et ça a ah pris OK, quand ouais. même, à mon avis, entre la véritable décision et le voyage en lui-même, il y a eu un an. Parce qu'il y a une intention, quoi. Il y a une envie qui est là. Après ça, on laisse mûrir, on en parle en famille, on voit l'école des enfants, machin. Mais à un moment donné, c'est chouette ce moment où tu achètes les billets d'avion, tu vois, par exemple. Ou, Ouais, euh, ou bien Sandrine qui a dit au revoir à toute sa patientèle. Elle s'était fait un réseau ouais, de clientèle en tant que psychologue dans un cabinet.
bah, elle, c'était la première à acter notre décision. D'ailleurs, ça m'avait fait flipper parce qu'elle dit, voilà, Mm. moi j'ai dit à tous mes clients que j'arrêtais, quoi, qu'ils devaient trouver un autre psy parce qu'on part. Je me suis dit, ah ouais, ok. Et donc, à un moment donné, c'est ça, cette décision, c'est ce moment où il y a un peu point de non-retour, quoi. Ouais. Et je me suis pas mal reconnu d'ailleurs dans un passage d'une vidéo que j'ai vue où pour toi, en fait, ça se passe pas comme prévu, en fait, ce moment que tu as idéalisé du départ et du voyage et tu arrives là-bas. Et je me suis pas mal identifié aussi à ça parce que moi, j'ai quitté mon job aussi pour passer à temps plein sur mes coachings et j'ai déménagé aussi. Donc, c'était vraiment un changement radical de vie pour vivre vraiment ce dont je rêvais, habiter à la mer. Hmm, Ça faisait des années que je rêvais de ça. Et en fait, je me suis pas rendu compte de ce que ça allait créer comme hmm, challenge intérieur et comme pression. Toi, tu dis avoir traversé un enfer intérieur et que tu t'es mis une hmm. pression de malade. Est-ce que tu peux Ouais, nous parler de ça? ouais, c'est ça. Effectivement, ça a été c'était un enfer, mais c'est aussi été un processus de guérison dont j'avais vraiment besoin. Mais ça, je le comprends que quelques années plus tard. En fait, je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat déjà à la base en me mettant une pression de dingue, avec énormément de comparaisons à d'autres entrepreneurs en termes d'audience, de chiffre d'affaires, beaucoup de. J'ai eu la chance assez vite en fait de côtoyer des grands leaders du web qui sont devenus très rapidement des amis. Donc des gens comme Martin Latulippe, des François Lemay, David J, enfin Olivier Roland, parce que j'ai eu la chance de faire des voyages avec eux, d'être dans des masterminds. Et puis on est devenus potes avec beaucoup de ces gens-là. Et donc j'étais dans une phase où je me disais oui mais ok, moi j'ai une famille, je suis papa, j'ai deux enfants, il y en a beaucoup là, ils sont pas tous célibataires en mode je parcours le monde et j'ai pas de famille, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont plutôt en mode solo. Donc c'est pas toujours évident quand on se compare à d'autres alors qu'ils n'ont pas la même vie que nous. On n'est pas Mmh. sur les mêmes référentiels et je me mettais beaucoup de pression avec ça. C'est un des ingrédients. Et quand je suis parti, j'ai eu à la base une peur en fait que notre business s'écroule déjà. Tu vois, donc c'était vraiment une de mes craintes, c'est ben oui, voilà, on va partir, mais j'aurai plus le temps de beaucoup bosser. Euh, Qu'est-ce que vont se dire les gens? Donc j'ai fait un lancement juste avant de partir en voyage. J'ai communiqué dessus, mais j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait c'est pas bien de prendre l'argent des gens et puis de partir à Bali avec. Tu vois, c'est un peu un Mmh. vieux schéma qui n'était pas cohérent, mais dans ma tête c'est comme si j'allais les arnaquer quoi. Et ça s'est senti aussi dans la vente. Et en fin de compte, je me suis retrouvé dans une situation bizarre. Parfois la vie nous met des épreuves. Donc j'ai fait pas mal de ventes de gens qui étaient un peu mécontents au final parce que je produisais pas assez de vidéos, j'étais pas assez présent pour eux parce que j'étais le nez dans le guidon pour organiser le voyage. On était sur le départ. Et en parallèle de ça, j'ai revendu une voiture. J'avais une chouette Audi A3 que j'ai revendue juste avant de partir. Et je me suis fait arnaquer. Je l'ai revendu à un truand qui m'a jamais. Enfin, il m'a fait un faux virement. Bref, je t'épargne les détails, mais l'argent était là et puis il était plus là. Ouais, donc c'était vraiment une grosse merde. Et puis c'était un faux contrat, une fausse identité du gars, donc j'ai jamais vu cet argent. Et je comptais dessus pour financer une grosse partie du voyage au niveau des logements et tout ça. Et là, je suis parti dans un gros flip financier. Donc à titre perso et pro, j'ai commencé à angoisser sur le manque. C'est une peur que je connaissais mais à un dixième de sa puissance. Tu vois, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours un peu cette peur du manque. Mais là, c'est venu de manière exacerbée, au point que je suis rentré dans des espèces de crises d'angoisse. Donc j'étais à Bali, on était au paradis, mais je vivais vraiment un enfer intérieur. Mmh. Et au niveau, on va reparler aussi de la gestion de l'énergie et de la santé mentale. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu le sentiment de ne plus avoir ni le mode d'emploi, ni le contrôle de ma machine, ni au niveau du corps. C'est-à-dire que la libido marchait plus du tout. C'est la première fois de ma vie. J'étais incapable de faire quoi que ce soit au niveau sexualité. J'étais hyper fatigué tout le temps. Je pleurais toutes les nuits et j'arrivais plus à gérer ma psychologie, quoi. Donc je me suis mis à bouffer des anxiolytiques en me disant, bah, mon père est médecin, donc il m'a dit, bah, tu peux prendre du Xanax au début un petit peu pour te calmer. Je suis devenu accro aux anxiolytiques, je stressais à l'idée de plus en avoir. Enfin, je suis rentré dans un cercle vicieux et vraiment une descente aux enfers. Et Sandrine, qui essayait de m'aider en tant que psychologue avec tous les outils possibles, elle était un peu désespérée aussi, parce qu'elle dit, voilà, on est au bout du monde, on est avec nos enfants, on est au soleil là à Bali, et les 2 premiers mois, ça a été vraiment un enfer, quoi. Donc tout ça pour amener au fait qu'à un moment donné aussi, il y a eu un autre déclic au moment d'une nage dans l'océan Indien à Bali,
où j'ai vraiment failli rester, parce que j'ai voulu jouer avec les vagues. Je me suis épuisé dans les vagues. J'ai réussi à revenir à la plage, mais il y a un gars derrière moi qui à un moment donné, a appelé à l'aide en disant Help me, tu vois. Enfin, je voyais des bras qui s'agitaient. Donc, je suis retourné à la nage dans le sens du courant pour aller le chercher. Et le gars était vraiment en état d'épuisement assez avancé, donc il s'accrochait à moi pour pas couler. Et il me coulait et on se prenait des vagues dans la gueule tous les deux. Ça a duré 10-12 minutes vraiment violemment, où Oh. j'ai eu ce moment un peu de renoncement, tu vois, en me disant, bon, ben voilà, c'est foutu, tu vois. On n'arrivait pas à revenir, le courant nous tirait au large, on se prenait des vagues gigantesques sur la tête. Et le gars s'agrippait à moi. Enfin, je me suis dit, c'est foutu, quoi. Et il y a un surfeur qui est venu nous donner sa planche. Et on est sortis de l'eau tous les deux. Et là, j'ai vraiment eu ce déclic de maintenant arrête tes conneries, tu vois, il n'y a pas mort d'homme, t'es en vie, t'es en bonne santé, t'es avec ta famille, libère ta tête de ce merdier-là. Et là, je me suis mis à faire beaucoup de yoga, beaucoup de pratiques de respiration chamanique. J'ai été voir des guérisseurs à Bali, j'ai fait un peu tous les guérisseurs de Ubud pour arriver à me reconstruire une nouvelle identité aussi de voyageur un peu plus ancré, Ouais. plus cool. Et puis la suite a été magique parce qu'on voilà, on a été vers l'Inde, on a été vers le Bhoutan, on a été vers la Thaïlande, on a été vers des destinations aussi plus spirituelles où on a pu vraiment se poser et être en lien avec notre voyage de manière beaucoup moins agitée, quoi, tu vois, qu'au début. Et comment tu mènes finalement cette double vie entre le voyage et le business à ce moment-là? Une fois que tu t'es reconstruit, tu t'es apaisé, tu as abaissé ton niveau de stress, pendant ce temps-là, tu continues de faire tourner ton business. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, j'ai diminué mon niveau d'exigence en termes juste remettre des chiffres dans un tableau et se dire, mais en fait, l'abondance, elle est énorme déjà à la base, tu vois, parce que on générait un chiffre d'affaires hyper confortable pour une petite entreprise comme la nôtre. C'est juste que comme j'étais dans la comparaison, j'avais Ouais, toujours l'impression que c'était pas assez. Mais en remettant vraiment les choses à plat, en disant, ok, voilà, là, on vit à, je sais pas, on vivait en Inde avec 500 balles par mois à 4, t'es bien en fait. Tu vois. Donc, en fait, on était hyper riches pour ces pays-là. Donc, notre business nous rapportait bien assez pour vivre heureux pendant ce voyage. Et donc, c'est moi qui ai plus diminué mon niveau d'exigence. Et surtout, j'ai augmenté la présence à moins de clients, mais des gens qui ont suivi un programme haut de gamme avec nous. Et j'étais présent une fois par semaine pour eux en Zoom. Et puis on faisait des petites campagnes d'emailing qui marchaient bien parce que je me suis détendu. En plus, on avait des histoires à raconter avec le voyage. Donc ouais. l'audience est repartie en haut parce que les gens étaient inspirés par notre tour du monde. Moi, je me suis détendu et puis le business est revenu assez facilement en fait. OK. Et aujourd'hui, donc là maintenant pour le contexte, là, on a compris que vous êtes plus, en voyage, que vous êtes posé. Bon, vous êtes entre 2 maisons, mais Ouais, là on est entre on deux. on est dans la vie «normale» entre guillemets, Ouais. même si j'aime pas trop ce terme, mais c'est juste pour, situer le contexte. Hem, Souvent vous parlez d'équilibre entre la vie privée et professionnelle. Vous avez des enfants. C'est quoi ta vision de l'équilibre, pro perso? Euh, mais il y a quelques mois, je t'aurais dit que ma vision, c'est vraiment de fusionner l'ensemble. Parce que d'ailleurs, les enfants sont très impliqués dans notre business, même si, enfin, on les fait pas travailler, mais ils sont au courant de nos stratégies, de nos projets. Souvent, ils nous donnent des idées. Charles, il développe son propre petit commerce. Il a fait une gamme de t-shirts qui vend, tu sais, il a 12 ans, il a lancé ça à 11 ans. Waouh, Et là, OK. il m'a dit, hey, papa, t'as vu, j'ai regardé mon compte PayPal, il y a 250 euros qui sont tombés depuis le 1er janvier. Je fais waouh. Et il avait même plus été voir ces chiffres et il y a des ventes qui se passent sans qu'il fasse rien, tu vois. Donc, c'est intéressant, je trouve, de nos jours, pas spécialement de faire de nos enfants des entrepreneurs, ils feront ce qu'ils veulent, mais de les initier au fait que tout est possible et qu'on n'est pas obligé d'être juste dans la logique, je vais aller au bout de mes études pour trouver un job et arriver face à un patron qui nous rigole au nez parce qu'on lui demande de progresser. Non, on peut Ouais, aussi suivre ses élans de créativité, réfléchir à des business models qui tiennent la route. Ici, moi, j'ai des gamins qui, voilà, je leur donne un petit peu d'argent de poche, ben, ils les ont investis en crypto, par exemple. Donc, c'est vraiment marrant, tu vois, de réfléchir en termes de levier, de ce que la vie peut, l'abondance que la vie peut nous amener, qui va aussi avec le risque, hein, parce que ça va, quand ça va dans un sens, ça peut aller dans l'autre.
bien Mais sûr. c'est aussi cette logique des aventuriers de la vie, c'est vraiment important pour nous. Et donc ma vision, nous, c'est d'être une famille d'entrepreneurs explorateurs. Donc là, il y en a une phase un peu plus calme parce que c'est aussi intéressant quand on est parents et entrepreneurs d'avoir les enfants qui vont à l'école. Ça soulage quand même une grosse partie Ouais, des journées, quoi, parce que quand on les a tout le temps avec nous, c'est quand même un autre rythme. Euh, Par contre, c'est extraordinaire ce qu'ils ont appris avec nous en voyage. Le mindset qu'ils ont développé, quand je les entends parler avec d'autres adultes ou faire des exposés à l'école, bon, on voit qu'ils sont devenus des avides d'apprentissage et de comprendre qu'il y a d'autres façons de voir la vie et de voir le monde. Donc, c'est ça. Ma vision, c'est pas spécialement de trouver un équilibre entre les deux. J'ai envie de dire que notre entreprise soit notre projet de famille, en fait. C'est un des aspects. Donc, il peut y avoir, je sais pas, je dis, voilà, la famille, c'est le centre, je dirais. Et puis, il y a plusieurs choses. Il y a la scolarité, il y a le business, il y a le sport qu'on fait ensemble. Et comment est-ce que tout ça peut combiner? Donc, quand on fait des séminaires, maintenant, on emmène les enfants, puis on joue au golf avec eux et avec des clients et nos enfants. Enfin, c'est marrant de mélanger le tout, en fait. Moi, je trouve ça marrant. ouais. Ah, génial. Quand quand tu parles justement de sport, est-ce que tu as une manière de prendre soin de ta condition physique et quelle place ça occupe justement dans ta hiérarchie de priorité? Ouais, alors moi j'ai un profil un peu spécial pour ça. Je suis vraiment en mode montagne russe. Ouais, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai besoin de sport pour me sentir bien. Je le sais, dès que je vais pas bien, en fait, c'est que je fais plus de sport globalement. Et là, OK. avec ces histoires de déménagement, etc., je vois pendant 3 mois, j'ai un peu arrêté, j'ai repris 2 3 kilos, un peu moins bien dans ma tête, un peu moins bien dans mon corps. Et ça va très vite ce truc-là. Donc là ce matin, Ouais. avant de te parler, là j'ai été faire mon yoga du lundi matin et ça c'est un truc qui me fait vraiment du bien, que j'ai découvert à Bali et en Inde et c'est vraiment une pratique que je trouve géniale parce que ça touche vraiment à tout quoi, le mindset, le renforcement musculaire, la souplesse, et ça c'est vraiment cool. Sinon moi j'ai plutôt une relation au sport de me mettre des défis. Tu vois, j'ai fait il y a un an, je m'étais mis dans un défi. Je sais pas si tu connais 75 Hard. De nom, ouais, ouais. Ouais, c'est un truc où je pense 75 jours, tu dois faire 2 fois 45 minutes de sport et Yes. boire 3 litres d'eau, lire 10 pages un livre inspirant. Enfin, c'est un truc assez warrior. Et ça, c'est un Ouais. truc qui m'a vraiment allumé. J'étais hyper fit. Et c'est juste que moi, j'ai un peu de la difficulté à garder un niveau stable par rapport à, à mon équilibre de santé physique. Mais je sais que j'y ai très vite accès et que c'est vers ça que je vais directement quand j'ai besoin de me remettre en forme. Donc moi, typiquement, mes stratégies, c'est d'être inscrit dans une salle de sport qui coûte cher. Avant, j'étais inscrit dans des trucs pas chers et j'y allais pas parce que tu te racontes plein de trucs. Tu dis, ouais, bon, c'est pas grave, c'est 30 balles, les vestiaires puent et il y a personne dedans, tu vois. Donc ici, moi, je suis dans une sport grand luxe et du coup, ben, j'y vais beaucoup plus. C'est un des trucs qui me motive, c'est peut-être con à dire, mais c'est une de mes stratégies. Et puis, l'endroit est beau, voilà, il y a des piscines, Ouais. il y a des clients potentiels aussi, c'est des gens vraiment chouettes dedans et tout. Donc, et alors j'essaye de combiner vraiment du cardio, donc je fais du spinning avec du yoga ou équivalent, donc plus tout ce qui est postural et mobilité. Et alors j'aime faire aussi une séance je fais du blaze, donc c'est une combinaison de boxe avec du running et de la muscu quoi, le truc plus Ouais, muscu. génial. Et ton état d'esprit là-dedans? Dans le sport? Non, non, dans ta vie de tous les jours, comment tu prends soin est-ce que tu as, je sais pas, Ouais, peut-être ouais. des routines ou des mantras ou des choses qui t'aident au quotidien dans la manière de on parlait de prise de décision tout à l'heure, mais je sais pas, demain, ou tout à l'heure, tu as quelque chose de particulièrement stressant dans la gestion de ta boîte. Est-ce que tu as des réflexes pour, justement abaisser ce niveau de stress? Ouais, 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 très très bonne question. Euh, Déjà, je pense qu'on est vraiment tous différents par rapport à la gestion de notre mental et on doit Ouais, apprendre à se connaître d'abord. Et moi, j'ai appris à accepter que je suis un hypersensible. Donc, je suis hyper émotif, hyper réactif parfois au niveau émotionnel. C'est-à-dire que des situations vont très vite me mettre soit en euphorie, soit en gros stress, tu vois. Donc, et on n'est pas tous pareils par rapport à ça, donc c'est important de se connaître. Et moi, mes stratégies, c'est vraiment si j'ai une décision importante à prendre, je sais que ça me prend
une promenade, quoi. C'est de la nature, forêt. Si je suis Ok. pas en lien avec la terre et la nature, il n'y a rien de bon qui peut sortir de ma tête, vraiment en termes de décisions importantes. Et ça va parfois en mode je cours en forêt, je vais me mettre tout seul et puis je me mets à gueuler, à me parler tout seul. Et souvent je me parle en anglais aussi. Quand j'ai des décisions à prendre, je me mets à me parler en anglais, je sais pas pourquoi. Et c'est comme si j'adressais des demandes à l'univers et que je me questionnais moi-même, mais comme si j'étais une autre partie de moi qui venait me questionner, tu vois. Donc ça, c'est Hmm. une de mes stratégies. Je me mets à me parler en anglais comme si j'étais mon propre coach, quoi. Tu vois, je me dis, OK, so what you will do now, machin, me parle comme ça et les réponses viennent autrement. Et là, les gens qui nous écoutent se disent, en fait, ce type est fou. Voilà. Il Non. y en a peut-être qui se diront ça, mais moi je me reconnais beaucoup là-dedans et c'est pas la première fois que j'entends aussi ce type de process vraiment pour abaisser son niveau de stress ou pour prendre des décisions challengeantes ou juste pour à un moment donné se recentrer. J'aime beaucoup cette notion d'alignement où parfois on a l'impression de partir un peu en couille et que ça peut durer même parfois plusieurs jours, plusieurs semaines et qu'on est complètement désaxé par rapport à ce qu'on veut vraiment. C'est-à-dire Ouais, qu'on veut aller par là, mais non, on va aller plutôt de l'autre côté. Et donc, comment faire pour se recentrer? Et ouais, c'est clair que c'est quelque chose qui revient beaucoup d'avoir ces techniques un peu d'auto-coaching, d'auto-persuasion, de se dire, hé, qu'est-ce que tu veux vraiment? Rappelle-toi ce que tu veux vraiment. Et, parfois, même quand on connaît un peu ces process, c'est pas forcément tout le temps simple de le faire, de l'appliquer, mais exactement, c'est exactement. quelque chose qui est très bénéfique. Ouais. C'est bien d'avoir des trucs effectivement simples, de savoir dans quels sont les endroits où on a des ancrages. Tu sais, en PNL, on parle beaucoup en programmation neurolinguistique, on parle beaucoup des ancrages spatiaux. Donc il y a des endroits où on prend des meilleures décisions. Alors, Hmm. Walt Disney, dans la gestion de son entreprise, il avait 3 salles de réunion. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais elle est fort appliquée en PNL. Ouais, je l'ai déjà entendu, mais si tu veux bien Oui. la raconter, ouais. Ouais, voilà, ben, donc lui, il estimait qu'il y a des endroits où on peut rêver. Et quand on est dans une réunion pour rêver grand en équipe, c'est pas l'endroit où on vient ni critiquer, ni dire comment on va faire. On est juste sur le big why, quoi. On est sur le pourquoi et sur à quoi ça ressemble. Et on n'est pas en train de challenger. Et donc, il avait une salle de réunion pour le rêve avec des poufs, les gens étaient plus avec des belles images, etc. Et puis, il y avait une autre salle pour les bâtisseurs, où là, ils faisaient tout ce qui était les storyboards, donc ils construisaient les plans de leurs films et de construction de parcs d'attractions, etc. Et puis là, ici, il y avait une instruction, c'est dans cette salle-là, on ne peut pas venir dire ce qui ne va pas marcher. Mmh. On explique juste le plan de match, mais on casse pas le plan, quoi. Et puis il avait encore une autre salle de réunion spécifiquement pour tout ce qui était le critique. Donc c'est de dire, bah voilà, ça va pas marcher, ça va coûter trop cher, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent. Et il voulait pas mélanger les trois. Et ce que je trouve brillant dans cette stratégie, c'est d'avoir des endroits différents. Donc vous devez connaître en fait les endroits où vous prenez des bonnes décisions pour rêver grand, etc. Si vous voulez un moment dire, ben là j'ai besoin de réfléchir. Pour voir ce qui va pas marcher, ben, il y a peut-être une autre salle ou un autre endroit dans la maison où vous pouvez vous mettre pour garder ces énergies-là. Donc ça, c'est une bonne stratégie que j'utilise assez souvent et qu'on fait tous naturellement. Il y a des endroits où on a envie d'aller pour réfléchir, par exemple, etc. Et alors, il y a 2 phrases peut-être que je peux t'offrir, Charles, et à ceux qui nous écoutent, des phrases que je surkiffe quand j'ai des décisions à prendre. C'est 2 questions, en fait. Ce sont 2 questions. La première, ça vient d'un livre de Tony Robbins, Unleash Your Power. Je sais plus quel livre c'était. Pouvoir illimité, je crois. J'ai lu ça à un moment où on traversait une crise de couple avec ma chérie. Et je me rappelle, j'étais en pleine nuit à 3 heures du matin, dans le fauteuil, je râlais sur elle, elle râlait sur moi, on voulait plus se voir. Elle était dans la chambre et j'étais en train de camper sur mes positions, vraiment comme un petit hargneux. Et cette phrase, c'est qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Donc ça, c'est une très bonne question à se poser à plein de moments. Parce que souvent, on est un peu con en fait. On est on est dans nos conditionnements, on réfléchit en termes avec des lunettes quoi, de croyances, de perception par rapport à une situation, et juste de pouvoir se dire, ok, n'oublions pas qu'à la base, je suis un peu con, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire si j'étais moins con? Et souvent, il y a des réponses différentes qui viennent à cette question, et c'est vraiment très puissant. Et puis il y a une deuxième question que j'aime beaucoup qui est, je sais plus de qui, mais je l'ai entendu de Christine Michaud au Québec, qui est que ferait l'amour? Et ça, c'est une très bonne question aussi. Parce que souvent, quand on prend des décisions, on écoute plus la peur. Ouais. Il risque de se passer ça. Et si on revient dans que ferait l'amour, ben, on a souvent une réponse très noble à une problématique.
Tu vois, si je me pose la question par rapport à est-ce qu'on doit voyager, oui ou non, avec mes enfants, ok, que ferait l'amour? Donc, bon, ben on part, tu vois. Je sais pas. Ou bien je vais me poser la question, est-ce que j'ai envie d'enlever les enfants de leur école, de leurs amis? C'est aussi une question. Donc c'est vraiment intéressant de regarder par le filtre de l'amour. Voilà. Ah, super, je te remercie beaucoup pour ce partage qui a énormément de valeur. Justement, je voulais, je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui se sent peut-être parfois dépassé et qui met un peu de côté sa santé physique et mentale parce qu'il fait all-in sur son activité et que voilà, en même temps, il se dit bah, je vais Ouais. pas y arriver ou je suis pas capable ou j'ai pas assez de temps. En fait, il Euh, y a deux choses que j'aurais envie de dire. La première chose, c'est ben, bienvenue au club. Tu vois, il y a un côté, il y a un côté, c'est normal et ça fait partie de la game aussi, ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce qu'on vient chercher en tant qu'entrepreneur, parce qu'on veut créer de l'adrénaline aussi. Souvent, les profils comme nous qui veulent entreprendre, ils viennent chercher à se sentir vivants. Et donc, ça vient aussi avec des moments de down où on est limite. Un peu comme dans une prouesse physique, tu vois, si tu t'entraînes pour un marathon, bah, il y a des moments où tu as envie de craquer, tu as envie de renoncer, ou bien tu sens que tu arrives à tes limites. Et ça, c'est intéressant d'aller s'y frotter à ses limites et de... Il faut faire gaffe au burn-out, évidemment, de ne pas aller se cramer, mais je pense que ça fait partie du processus. Maintenant, moi, ce que je dirais et ce que je veux appliquer à moi-même, c'est que la partie prendre soin de sa santé physique et mentale est tous... Et, alors, on peut dire que c'est plus important que le reste, mais c'est en tout cas aussi important que le reste. Je dirais, ça devrait être idéalement un des aspects de la gestion de votre boîte, en fait. Il y a un pôle marketing, il y a un pôle vente, il y a un pôle stratégie, et puis il y a un pôle mon énergie, en fait. Parce que s'il n'y a pas l'énergie, le reste, ça tient pas la route. On n'est plus capable de vendre correctement, on n'est plus capable d'écouter les besoins des gens et de comprendre ce que le marché attend. Si on est dans le monde de l'influence, etc., c'est très difficile de faire des vidéos, d'être motivant, d'être sympa avec l'audience si on n'est pas bien dans sa tête. C'est vraiment mission impossible, quoi. Ça peut être très très énergivore, voire même catastrophique. Parfois, il vaut mieux arrêter de faire des vidéos en disant, bah, tu sais, là, je suis dans le canal Telegram d'un influenceur. J'ai trouvé ça super intéressant de sa part. Il a des dizaines de milliers de followers dans le monde des cryptos. Puis il a envoyé un message en disant, chers amis, je suis complètement cramé au niveau mental. J'arrête, mais voilà, j'arrête pendant quelques semaines et je vous reviens plus tard, mais là ça va pas. Et c'est honnête aussi de pouvoir se dire, là j'arrête de faire semblant, je vais pas bien, et du coup qu'est-ce que j'ai besoin? Peut-être c'est d'aller faire du sport, peut-être c'est de se prendre une semaine, de se mettre en retraite, c'est peut-être de couper le téléphone aussi. Putain, moi, j'ai regardé quand on a déménagé là il y a quelques semaines, j'ai plus eu internet pendant 5 jours parce que je suis passé d'un fournisseur à l'autre et le switch n'est pas bien fait. Et donc hmm, j'avais plus internet ni à la maison ni sur mon téléphone et en fait je me sentais beaucoup mieux quoi. Je disais je ouais. suis addict, je suis complètement addict à mon téléphone, et à mes emails et à mes machins. Et juste mettre de la conscience là-dessus, ça me permet maintenant de me dire, par exemple j'ai pris l'option là de plus mettre, c'est con, mais je veux plus mettre mon téléphone sur ma table de nuit. Donc, j'ai fait une station de charge des objets électroniques dans le salon. Et quand je me réveille, je regarde pas le cours du Bitcoin en me réveillant, tu vois. Ouais. Donc, à un moment, il faut aussi apprendre à se connaître et savoir ce qui nous fait du bien et en faire une priorité dans l'entreprise autant que les autres pôles de l'entreprise, selon moi. Ouais, je réagis par rapport au téléphone. Alors, il y a une solution radicale et une solution un peu moins. Je vais partager les deux qui m'ont beaucoup aidé. La première, moins radicale, c'est de couper les notifications de son téléphone. Ouais. C'est quelque chose qui a tellement changé ma vie. Et parfois, on croit qu'on ne peut pas le faire parce que impératif professionnel ou personnel ou machin. Aujourd'hui, la seule chose qui peut faire sonner mon téléphone, c'est si on m'appelle et je réfléchis même à l'enlever parce que souvent, c'est pas urgent et juste de vraiment me mettre dans son planning de la journée, regarder le téléphone. C'est Fabien Olicard, je sais pas si tu connais ce Ouais, très youtubeur bien. Enfin, je le connais qui pas personnellement, mais je le suis, ouais. ouais, qui partage cette, stratégie. En fait, il met dans son planning quotidien, aller sur Facebook, aller sur Insta, tu vois? Je trouve ça tellement ingénieux, tellement aussi difficile à faire de jouer contre les algorithmes qui vont nous prendre notre attention, mais voilà, couper les notifs, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et sinon la chose un peu plus radicale, il existe une boîte qu'on peut pas ouvrir. On peut mettre le téléphone dessus, on met un timer
Et c'est quelque chose que j'ai essayé aussi, mais c'est un peu plus frustrant quand vraiment on a besoin de prendre le téléphone. Ouais, ouais. Donc ouais, je te remercie, beaucoup. On n'a pas trop parlé de ton livre, mais je voulais quand même préciser que tu avais écrit un bouquin, qui s'appelle, «Complet plutôt que parfait». Yes, complet plutôt que parfait, exact. Est-ce que tu peux nous en dire un mot rapidement? Mais en fait, ça a été écrit ce livre comme un récit initiatique, donc c'est pas un livre qui vous explique la recette magique pour vivre libre, heureux et riche. Donc c'est l'histoire, c'est autobiographique. Et ce que j'ai voulu faire, c'est raconter justement la série de déclics qui m'ont amené à me libérer et à vouloir être un homme complet plutôt que parfait. C'est-à-dire mon besoin d'être un père parfait, un entrepreneur parfait et un voyageur parfait, ça m'a juste détruit. Je me suis retrouvé dans un état de panique et d'angoisse que je ne souhaite à personne. Le vrai cadeau qui s'est passé avec ça, c'est qu'aujourd'hui, je comprends mieux des gens qui me disent je suis vraiment dans le 36e dessous ou je suis en panique totale. Avant, je n'arrivais même pas à comprendre que les gens puissent être en burn-out. Je me disais, oui, bon, ils ont un peu trop travaillé, ils sont fatigués. Non, là, je suis passé par ces étapes psychologiques où, comme je disais tout à l'heure, on perd enfin, j'ai perdu le contrôle de ma machine psychique, quoi, de mon appareil mental, tu vois. Mmh. Et donc, j'explique dans ce livre ce qui a amené à ces états-là, mais surtout, ce qui est intéressant, et ce livre, vraiment, il se dévore. Toi, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu en une ou deux journées, qui disent, ah, ça se lit vraiment facilement. C'est que je veux, à travers mon histoire, que les lecteurs puissent se poser des questions puissantes par rapport à leur propre existence et à leur chemin entrepreneurial, les décisions qu'ils prennent, et de remettre un petit peu de hauteur sur comment est-ce qu'on peut faire de notre vie une aventure et en faire quelque chose où à la fin on se dit, waouh, putain, c'était pas évident, mais c'était quand même cool, quoi. Je suis content d'avoir vécu. Voilà. Génial. Donc le livre est dispo partout, j'imagine, au moins Amazon, Ouais, ouais, et en au moment où on librairie? tourne, il est disponible sur Amazon et sur mon site. Maintenant, il y a un éditeur qui vient de me soumettre un contrat d'édition, donc il va peut-être y avoir Ah un génial. moment où il sera plus disponible en ligne, mais il sera de nouveau disponible après réédition par un éditeur. OK, donc complet plutôt que parfait, le titre. Ouais, ouais, exact. Super. Merci beaucoup Nicolas d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous partager ton histoire. C'était un Ben, plaisir merci de à te toi. recevoir et prends soin de toi. Ben, prenez tout soin de vous, merci.